Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci énormément de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'enregistre plus tard que prévu. Il y a eu un petit trou assez inhabituel. En fait, bon... Instant racontage de vie et blabla, donc si jamais vous voulez passer directement à la partie tricot, regardez sous la description et sautez juste au début du vrai contenu intéressant du podcast. Mais voilà, j'avais prévu d'enregistrer mi-avril, mi-fin avril, et alors la raison, la bonne excuse, c'est que j'avais pas grand chose à vous montrer en fait, puisque je suis en train de travailler sur pas mal de choses secrètes, plein de choses hyper chouettes et je suis vraiment trop contente. Ça va être un petit peu le thème de l'épisode, je suis trop contente. Du coup, je commence déjà à partir dans tous les sens. Vous avez compris que il s'agira d'un épisode particulièrement brouillon. Mais bref, voilà, je travaille sur pas mal de choses secrètes que je peux vraiment pas vous montrer. Et du coup, j'avais l'impression de rien avoir à partager. Et je voulais pas faire un épisode juste pour vous présenter mes patrons qui sont sortis en mode youhou, acheter mes trucs. Alors que j'avais pas grand chose d'autre à partager. Le fait est que maintenant je me retrouve juste 1 ou 2 semaines plus tard et en fait je me rends compte que j'ai énormément de choses à vous montrer, donc je m'attends à ce que cet épisode soit particulièrement long, mais quand j'ai prévu certaines personnes sur Instagram, ça n'avait pas l'air de les déranger, au contraire, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Installez-vous, prenez une petite tasse de thé, regardez-le en 6 fois. Voilà, c'est une mini-série. Prenons les choses comme ça. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc ça va être un petit peu foisonnant. Voilà, donc ça c'était l'excuse de pourquoi j'ai un peu repoussé le moment d'enregistrer un podcast. La vraie raison, c'est que j'ai eu un petit coup de mou en avril, c'était pas top. Voilà, je pense que maintenant que les choses se sont bien installées, que on attend des changements, n'est-ce pas? Il y a deux choses. Les personnes sont soit on en soit tiré quelque chose de positif et du coup ça va, soit comme moi, disons que moi je suis dans un état généralement végétatif et et en fait la moindre chose me donne envie de me taper la tête contre les murs, tout simplement. Voilà, donc bon, il y avait un petit coup de mou, des petits trucs perso pas très sympas, désorganisation professionnelle, les choses qui marchent pas comme on veut, bref. Voilà. Donc voilà, petit coup de mou, tout simplement, en avril, mais vous lisez dans mes pensées, je pense. Je pense qu'il y a un espèce de système qui fait que quand vraiment j'ai envie de fusionner avec les meubles, c'est toujours à ce moment-là qu'il y a quelqu'un. Alors il y en a eu 2-3 personnes. C'est toujours à ce moment-là que je reçois un message, soit sur Instagram, soit sur Ravelry, soit en commentaire YouTube ou Patreon. Absolument pas sollicité, c'est-à-dire qu'il s'est rien passé, j'ai rien fait. C'est juste que l'un ou l'une d'entre vous m'envoie un message tellement gentil, un message de soutien, juste vraiment adorable et super motivant. Et je sais pas comment vous vous débrouillez. Je pense que vous avez dû mettre des caméras quelque part et que vous voyez que je commence à faire un petit peu trop la tête et du coup, paf, ça y est, on m'envoie un message sur Ravelry pour me faire beaucoup trop de compliments, me dire beaucoup trop de choses gentilles. Et je me rends compte que vraiment, le soutien que je reçois comme ça, quel qu'il soit, juste un gentil message ou des commentaires, ou évidemment quand vous achetez un patron ou vous êtes sur Patreon, la petite danse de la joie à chaque fois, je me rends compte que c'est
ça fait tout vraiment, et je vous suis tellement reconnaissante. Et je voulais faire juste petit aparté en début de podcast parce que voilà, je sors d'un petit coup de mou et du coup je ne sais pas, je suis dans un état de mièvrerie et j'avais envie de, je sais pas, de vous remercier peut-être spécifiquement, solennellement pour votre soutien, parce que j'ai vraiment, je me rends compte que vraiment ça change, voilà, comme je vous dis, ça change tout, ça me motive à fond, ça me redonne un coup d'énergie et ça va tellement mieux. Juste, voilà, juste le simple fait d'avoir un gentil message juste qui fait une ligne, en fait ça me sauve toute ma semaine et c'est vraiment adorable. Et voilà, je vous réponds un petit peu de manière très composée, très professionnelle, j'ai l'air sereine et tout, je suis là, oui, merci beaucoup, c'est très encourageant, ça me touche beaucoup, alors qu'en fait, de l'autre côté de l'écran, je suis limite en train de pleurer devant ton de gentillesse, mais voilà, donc je voulais juste vous remercier toutes et tous de votre soutien qui est vraiment adorable, et juste, voilà, insister sur le fait qu'en ce moment, ce genre de choses, ça fait beaucoup pour tout le monde en fait, toutes les personnes qui ont une présence sur les réseaux, qu'elles soient liées à une activité professionnelle ou non, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dans des situations incertaines, qu'elles soient pro ou perso, et du coup c'est vraiment adorable et motivant de voir que le soutien est toujours présent malgré la situation, et au contraire peut-être un petit peu plus depuis toute cette histoire. Mais voilà, du coup je voulais juste remercier tout le monde, vous dire que vous êtes absolument géniaux et géniales, et que vous me faites beaucoup de bien, et qu'en fait à pas partager parce que j'avais un coup de mou, je me suis dit bah en fait j'aurais dû faire l'inverse, puisque j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup présenter 20 milliards de choses et parler de tout et de rien pendant 20 ans. Je pense que vous l'aurez compris, et du coup eh bien je suis contente de réenregistrer. Ça fait pas si longtemps que ça, mais en fait comme j'enregistre mes podcasts un petit peu plus ou moins longtemps à l'avance par rapport à la publication, puisqu'il faut que je fasse en sorte que tout aille bien, comme j'ai la flemme de me maquiller en général, je fais en sorte que le moment où j'enregistre un podcast, donc voilà, je ressemble à quelque chose, n'est-ce pas, c'est là, je vais me dire, allez, je vais enregistrer le podcast, je vais prendre toutes les photos que j'ai à prendre pour des modèles, pour X ou Y choses, et du coup j'attends un petit peu l'endroit, le moment parfait, l'endroit parfait dans mon mois et dans ma semaine pour enregistrer le podcast. Du coup il est souvent enregistré un petit peu à l'avance par rapport au moment où je publie, et du coup en fait si ça fait un bon mois que je n'ai pas parlé toute seule devant mon téléphone. Mais me voilà de retour avec un look de sorcière, clairement. Clairement, j'ai l'air d'une illuminée. Mais c'est rigolo. J'ai plein de choses à vous montrer. Ça y est, donc je vais arrêter de m'épandre dans des choses niaises parce que je n'y arrive pas. J'arrive pas à dire merci, et je suis... Voilà. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, des petites choses qui n'étaient pas du tout prévues. Mais forcément, chaos oblige, les choses ne peuvent pas se passer comme elles devraient, elles auraient dû, et du coup c'est un peu le bazar, mais on s'en sort. Et du coup j'ai 2 patrons à vous montrer qui sont publiés sur Ravelry, un projet fini, 2 nouveaux en cours, et je voulais aussi vous parler du Knit It Book, donc du livre Knit It que j'ai reçu il y a quelques temps maintenant, et vous montrer un petit peu de jolie laine que j'ai reçue et qui ont illuminé mon confinement. Voilà, donc je vais commencer avec ce pourquoi vous êtes venus. Du coup je suis un petit peu rouillée, hein, donc je sais pas trop y arriver. Je vais retrouver mes mots.
Vous trouvez tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, si vous voyez que je commence à partir dans des histoires, ça vous intéresse pas, vous sautez. Voilà, vous avez toutes les sections dans la description, donc n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons sur Ravelry. Voilà, donc je vais commencer avec un patron que j'ai mis sur Ravelry il y a quelques semaines maintenant. Et vous avez peut-être vu que j'ai glissé une espèce de petite vidéo, un petit vlog juste en musique pour vous les montrer porter. C'est une vidéo assez courte que j'ai postée juste avant, donc ça doit être la vidéo un petit peu avant ça. Oui, j'oublie tout le temps de vous le dire. J'oublie à chaque fois de le dire, mais je vais y arriver. J'enregistre du coup le podcast français et le podcast anglais en même temps. Je dis sensiblement la même chose dans les deux. Mais du coup, j'essaie de pas les publier exactement à la même heure parce que si je fais ça, en fait, YouTube vous montre pas ma vidéo et du coup, elle reste dans les limbes des pages YouTube et YouTube aime pas trop ça quand on poste de vidéos en même temps. Du coup, en général, ce que je fais, c'est que je poste la vidéo en anglais la veille au soir. Du coup, la nuit, normalement vous dormez, donc voilà, dormez. Et quand vous vous réveillez le matin, j'ai mis ça en français. Voilà, donc quand vous voyez qu'il y a juste la version anglaise d'abord, attendez juste un petit peu, quelques heures, et vous aurez la version française qui arrive bien sûr tout le temps. Voilà. N'hésitez pas de commentaires pour me demander quand arrive la version française, puisqu'elle arrive très vite. Voilà, je l'ai dit. Retour à le patron que j'ai publié il y a quelques semaines sur Ravelry, et il s'agit des chaussettes Prestine. Donc je vous en avais beaucoup parlé quand j'étais en train de les tricoter, donc je vais pas trop revenir dessus, mais il s'agit de la deuxième paire de chaussettes de ma collection printanière. Donc on avait en mars les chaussettes Adali, que vous avez beaucoup aimé, j'en ai vu des très très jolies tricotées sur Instagram. La deuxième paire, donc la paire d'avril, c'est les chaussettes Prestine. Donc voilà, avec ce motif de torsade, de pointerie, de petites dentelles feuilles. Au dos, on a cette petite torsade. Voilà. Donc je vous en avais beaucoup parlé quand j'étais en train de tricoter le modèle en question. Et je voulais juste, par contre, faire un petit aparté sur le talon des chaussettes et en particulier comment faire en sorte d'avoir la bonne taille au niveau du talon. Surtout quand vous faites un talon renforcé à gousset, donc le talon traditionnel, qui est celui qui est présent sur ce modèle de chaussettes. Puisque, alors, ça fait partie des choses que les patrons supposent que vous savez. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu un jonglage entre essayer d'avoir un patron accessible, qui a suffisamment d'informations, mais on ne peut pas non plus revoir absolument toutes les bases, tout le pas à pas dans tous les patrons, parce que sinon en fait on en viendrait à dans tous les patrons à expliquer comment faire une maille en droit, comment faire une maille en vert, comment tricoter en rond. Et du coup, on n'a pas fini, quoi. On va pas avoir des patrons de 15 pages. Du coup, il y a des choses que j'explique pas dans les patrons. Parce que, disons, c'est des connaissances un petit peu... pas forcément basiques, mais disons qu'ils ne sont pas liés au modèle en particulier. Quand le modèle a une construction spéciale, quelque chose de spécifique, ou quand il est vraiment fait pour les débutants, par exemple quand c'est un basique, enfin voilà, moi quand je suis des modèles basiques d'autres designers, souvent je vois que du coup il y a un petit peu plus d'explications, disons théoriques et vraiment de base, et je trouve ça super. Puisque du coup ça va en quelque sorte avec le modèle, mais quand le modèle n'est pas spécialement B.A.-ba, il y a un certain nombre de connaissances qu'on suppose, de prérequis on va dire, alors qui restent très simples et qui sont très faciles à acquérir, même si vous êtes débutant. Voilà, là encore une fois, pas mal de débutants ont testé ces chaussettes pour moi et s'en sont très bien sortis.
Voilà, soit c'est des choses qui ne sont pas très graves dans le sens où si vous suivez le patron ça va quand même marcher même si vous n'avez pas ces connaissances théoriques abstraites, soit c'est des choses que vous allez pouvoir trouver facilement sur internet, soit c'est des choses où vous demandez au designer, paf paf, on vous répond, il n'y a pas de souci. Là en l'occurrence, ce dont je voulais parler c'est comment ajuster la hauteur du gousset. Moi, comme beaucoup de choses, c'est un peu comme la longueur des pulls dont j'avais parlé dans mon dernier épisode, je préfère vous laisser la possibilité d'adapter. Plutôt que de vous dire si vous faites telle pointure ou si vous faites telle mesure de coup de pied, vous faites ça, point barre. J'aime pas trop faire ça, vous donner des choses trop précises, c'est-à-dire vous imposer des chiffres et des mesures parce que, bah, encore une fois, ça ne va pas à tout le monde, ça ne couvrira jamais l'étendue des possibilités et ça ne vous permet pas de comprendre ce que vous faites. Je préfère que vous compreniez ce qu'il faut faire, comme ça en fait vous pouvez ensuite l'adapter à tous les autres patrons de chaussettes ou si vous ne suivez pas un patron de chaussettes. Voilà. L'idée sur ce genre de choses, sur comment faire en sorte que le gousset soit à ma taille, moi j'aime bien que quand vous lisiez mon explication de gousset, vous soyez ensuite capable de le faire tout seul sans patron. C'est peut-être contre-productif en tant que designer tricot de vous apprendre dans les patrons à ne pas avoir de patron. Je me rends compte que c'est peut-être un petit peu idiot. Vous comprenez quoi. Même, enfin, je sais pas, parce que je trouve que c'est important de savoir ce qu'on fait. Et ça désengage pas forcément de l'envie, en tout cas moi personnellement, comprendre comment les choses sont faites et savoir que juste en voyant la photo d'un modèle, allez, peut-être dans 80% des cas je serais capable de le refaire, sauf certains modèles de Marie-Amélie en partie. Je pense à Marie-Amélie parce que c'est typiquement ce qui m'arrive avec certains de ces modèles, où quand je les vois je me dis mais qu'est-ce qui... Hein? Quoi? Comment? Comment est-ce possible? Il y a ça, il y a des modèles forcément beaucoup plus complexes, des choses torsadées, des choses très fitées et tout ça, où forcément c'est pas aussi simple, mais même... Bon, je vais y réussir à faire ma phrase correctement. Même dans mon cas où quand je vois un modèle, 80% du temps, je sais qu'à partir des photos, je pourrais copier, c'est-à-dire le refaire, sans avoir besoin d'acheter le patron, j'ai quand même envie d'acheter le patron juste pour pas me prendre la tête en fait. Et même sur des modèles basiques en fait, des fois, même sur des choses très simples en jersey, quand j'ai envie de faire un pull en jersey basique, hyper portable, facile à porter, tout ça, même des fois je vais juste en chercher un comme ça sur Ravelry et je vais prendre le patron parce que voilà, soit j'ai envie de soutenir le créateur, la créatrice, soit j'ai pas envie de me prendre la tête à faire les calculs moi-même. Du coup voilà, je sais pas, moi personnellement c'est pas incompatible le fait de comprendre comment les choses marchent et toujours avoir envie d'acheter des patrons et de les suivre tels quels. Mais voilà, je comprends que ça peut être un peu bizarre. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le fait que vous sachiez comment faire quelque chose, ça fait que du coup vous n'achetez plus la chose toute faite, c'est-à-dire déjà où le processus de création, de réflexion est déjà engagé pour vous? Dites-moi. Parce que, en fait, ça peut s'appliquer à tout. Je pars dans un délire. Ça peut s'appliquer à tout parce que je me dis, je sais me faire à manger, ça pour autant que je vais pas au restaurant des fois. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. On va y arriver. Je sais plus ce que je voulais dire. Au secours. Ah mon dieu. Oui, les hauteurs de talons, les goussets, tout ça, la taille. Bref. Quand vous faites un talon, donc c'est globalement applicable à tous les types de talons, mais comment savoir quelle longueur de renforcement faire pour avoir quelle largeur de gousset, comment est-ce que vous adaptez ça? Dans mes patrons, je donne une moyenne et je vous dis où jusqu'à la longueur voulue ou relever tant ou machin.
C'est aussi pour ça que j'aime pas trop donner les chiffres précis, machin, quand ils ne sont pas nécessaires. Je préfère donner des indications de où sont les choses et ce qu'il faut obtenir, plutôt que de donner des choses trop précises qui du coup ne sont pas adaptables si jamais vous modifiez la chose. Donc, quand vous mettez votre chaussette, vous tricotez la tige jusqu'à la longueur que vous voulez. Et comment savoir où ça va s'arrêter? Globalement, la tige, vous la faites s'arrêter à votre cheville, donc au joint, à l'os là de votre cheville, juste au-dessus en fait de ce qui est votre talon, vraiment à la pliure de votre pied, juste là. Et là, vous allez commencer votre talon et du coup vous savez jusqu'où remonte la tige sur votre jambe. Donc quand vous faites des chaussettes en cuff down, donc des côtes vers la pointe, vous passez votre tube, là votre tige, vous le positionnez comme ça, hop, au niveau de votre cheville et vous voyez si c'est suffisamment haut ou pas. Quand vous faites un talon à rang raccourci ou un talon après coup, vous pouvez descendre un petit peu plus. Donc descendez sous l'os de votre cheville, je ne sais pas comment s'appelle cet os, sous l'os de votre cheville plutôt que d'être dessus. Parce que les talons à rang raccourci et les talons après coup sont souvent un peu moins profonds et ont tendance un petit peu plus à aller sous le talon, alors que le renforcement, donc cette partie-là du talon traditionnel que vous tricotez à plat, ça c'est censé couvrir tout votre talon, donc vraiment la partie à l'arrière de votre pied, entre le joint de votre cheville, donc votre articulation, et le sol en fait, le dessous de votre pied. Donc, la hauteur de ce renforcement, vous pouvez la modifier. Vous la modifiez en fonction de la hauteur de votre coup de pied. Il y a des personnes qui ont un coup de pied plus élevé, d'autres qui ont des pieds moins arqués, donc une hauteur plus petite. Une hauteur plus petite, vous avez compris. Donc, il faut pouvoir l'adapter. Un repère de base, c'est que le renforcement, quand vous le tricotez à plat, là, comme ça, ce rectangle-là, il faut généralement que ce soit au moins un carré, donc qu'il soit aussi long que large. C'est un point de repère, mais vous pouvez faire un petit peu moins ou un petit peu plus en fonction voilà, de votre coup de pied. Comment savoir où s'arrêter? Si vous voulez l'essayer, vous passez la tige, vous la positionnez comme on a dit sur l'articulation, et vous tricotez le renforcement du talon jusqu'à ce qu'il soit quasiment sur tout votre talon. Vous enlevez 1 cm, 1 cm et demi, puisque les chaussettes, on veut qu'il y ait de l'aisance négative, et donc on veut qu'elles soient un peu plus petites que la réalité de votre pied pour bien tenir. Si vous faites un autre type de talon, donc les talons à rang raccourci, les talons après coup, moi je préfère que ces talons soient un peu plus grands que quand je fais un talon traditionnel, puisque ces talons-là, ils ont tendance à être trop petits. Alors que si vous faites un talon traditionnel trop grand, c'est hyper gênant, moi ça m'embête vraiment parce que ça glisse sous le pied. Donc le repère, c'est que cette partie-là que vous tricotez à plat, quand vous l'essayez comme ça sur votre pied, il faut que le bas soit quasiment au sol, quasiment, à 1 cm, 1 cm et demi de moins. Et ça, c'est censé vous donner une largeur de gousset suffisante, puisque c'est la hauteur de ce renforcement qui détermine la largeur de votre gousset, donc le nombre de mailles que vous allez relever sur les côtés, et donc le nombre de mailles en tout que vous allez avoir là, sur la partie supérieure de votre pied, sur la partie la plus large de votre pied, là où vous avez besoin de plus d'espace. Si vous faites un renforcement trop petit, ce sera trop serré, et là c'est désagréable parce que en plus s'il y a un motif, ça le déforme, c'est trop serré. Quand on plie le pied, c'est terrible. Et si vous le faites trop grand, ça vous fait un gousset trop large. Encore une fois, ça glisse sous votre pied, c'est pas très joli non plus. Donc en suivant ce repère de tricoter le renforcement jusqu'au sol un petit peu moins, alors 1 cm, 1 cm et demi de moins que la hauteur de votre talon réel, ça vous donne normalement la bonne largeur de gousset. Une largeur de gousset qui est décente pour votre pied.
Voilà. Et donc après, quand vous diminuez le gousset, vous avez juste à revenir au nombre de mailles de la tige. Donc c'est voilà. C'est les repères auxquels il faut penser pour tricoter des chaussettes. 10 minutes sur ça. Je sais pas, voilà, c'est des questions qui sont... Alors pas sur ce modèle-là, mais sur du coup le 3e modèle de mes chaussettes printanières qui va sortir en mai. Donc non, pas trop longtemps en fait, normalement la semaine prochaine. Normalement. Je ne dis plus rien, il faut que j'arrête de faire des projets. Arrête de donner des dates, ça ne marche pas Audrey. Sur le test de la dernière paire de chaussettes, du coup, des gens qui m'ont posé la question, et du coup je me suis dit, mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un prérequis, c'est un de ces fameux prérequis que je peux pas mettre ça dans le patron parce que ça va rajouter une page, ça va être terrible, et mes patrons sont déjà suffisamment longs. C'est marrant parce que moi, quand je tricote les modèles d'autres designers, souvent les designers que j'aime bien, donc je pense à Sari Nordlund ou à Lerge de Five Tales, elles ont un style d'écriture de patron qui au contraire est très concis. Et où vraiment c'est... Alors c'est très très clair, il n'y a aucun souci, mais c'est vraiment très c'est exhaustif mais concentré, donc il y a beaucoup moins, on est beaucoup moins pris par la main. Et du coup, quand je vois ça en contraste avec mes propres patrons, où c'est limite si je vous explique pas le cycle de l'eau, du coup c'est assez drôle. Donc je suis tout le temps en train de jongler entre voir qu'est-ce qui serait effectivement, qu'est-ce qui est un manque dans le patron par rapport à ce modèle-là, qu'est-ce qui est spécifique à ce modèle-là et qui a besoin d'être expliqué, ou qu'est-ce qui relève de la connaissance générale sur le tricot ou sur les chaussettes et qui serait peut-être plus intéressant d'aborder à part, soit dans un patron vraiment b.a.-ba débutant, mais bon là le souci c'est qu'il n'en manque pas du tout, il y en a déjà plein de disponibles, soit de vous en parler comme ça sur le podcast ou sur Patreon ou machin au milieu. Donc c'est toujours essayer de déterminer voilà, qu'est-ce qui va dans le patron, qu'est-ce qui va pas dans le patron, parce que sinon on n'a jamais fini. Mais voilà, du coup je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous en parler, que ça pouvait vous être utile, j'espère que c'est le cas. En tout cas, si vous aimez les chaussettes Prestine, elles sont dispo sur Ravelry, donc elles sont très simples, plus simples que Adali. J'ai vu qu'il y avait plein de débutants qui avaient fait les Adali, et vraiment bravo, parce que si vous avez jamais fait de chaussettes, si vous avez quasiment jamais fait de torsade ou de petites dentelles et que vous avez réussi sans souci à faire ça, vous pouvez tout faire. Et Prestine sont au contraire beaucoup plus simples et c'est les 2 premières paires de ma petite collection de chaussettes printanières et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben, rien de plus, c'est tout. Comme je vous dis, la 3e paire, donc la petite paire bleue, qui elle sera plus vraiment de la vraie dentelle, arrive bientôt. Je vais faire comme Netflix sur Twitter, c'est assez amusant. Le compte de Netflix France sur Twitter, évidemment tout le monde les harcèle pour savoir et c'est quand qu'il y aura ça, et c'est quand qu'il y aura la suite de ma série, et c'est quand ci, et c'est quand ça. Et la personne qui gère le compte doit passer clairement 3 bonnes heures de ses journées de travail à dire bientôt. Donc je vais faire pareil. La 3e paire de chaussettes printanières arrive bientôt, mais vous en avez déjà 2 sur 3. Maintenant, je viens tout juste de publier un nouveau modèle sur Ravelry, et c'est le pull que je porte. Donc, il s'agit du pull Santorea, donc qui est un pull que... Alors je vais me lever, alors comme d'habitude, on est en legging. Alors c'est très drôle parce que regardez ce que j'ai fait. J'ai une jolie tresse, j'ai des belles boucles d'oreilles de sorcière, je suis maquillée, j'ai du rouge à lèvres, j'ai un beau pull avec des petits détails de dentelle, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai un legging absolument immonde avec plein de trous. Voilà, la réalité. La réalité, donc si vous voyez les trous de mon legging sur mes cuisses, j'en suis navrée, mais c'est comme ça. Donc, Santorea, c'est un pull que j'avais tricoté pendant les fêtes en décembre, c'était mon modèle de vacances de Noël.
qui est donc un pull, un raglan qui se tricote en rond du haut vers le bas, avec une encolure ronde assez près du cou, un raglan qui est assez large, donc avec une emmanchure qui est beaucoup plus basse que mon emmanchure naturelle. Vous voyez, j'ai tout ça d'aisance. Sur les raglans, vous avez ce petit détail de torsade et de maille torse qui se continue sur... Ah, vous avez vu le trou? Bref. Qui se continue sur les côtés du pull et qui vient se fondre ensuite dans cette bordure en bas du pull. Qui est donc très simple à faire, c'est un petit jeu de maille torse et de petites torsades de 2, tout ce qu'il y a de plus bête, mais qui je trouve, je sais pas, j'aime énormément l'effet. En fait, l'idée de ce motif, ça vient de là. J'avais fait les chaussettes à Dali, et en fait, si vous les torsades du côté du motif d'Adali, c'est le même principe. Voilà, donc ceci a inspiré ceci. Ensuite, on reprend les manches qui sont larges au départ, puisque en manchure plus basse, donc forcément plus de mailles. On les diminue petit à petit jusqu'aux poignées de manches qui reprennent aussi un motif de torsade similaire. Et ce pull, je l'adore. C'est, je pense, ma coupe de pull préférée. Donc quand je vous en avais parlé en janvier à mon retour de vacances, je vous avais dit c'est marrant, ça fait un petit peu écho à mon tout premier modèle de vêtements, donc le t-shirt Tolosa, qui aussi un petit peu comme ça, c'est-à-dire que c'est un raglan un peu lâche, avec une cropped, avec une taille serrée, et ça fait un petit peu écho à ça, mais disons que là c'est la version plus. C'est la version améliorée, après quelques années d'expérience, quelques autres patrons de pulls, et j'aime énormément cette coupe. Déjà moi vous savez que j'aime bien les cols près du cou, j'aime bien. En plus, alors ce que j'aime pas c'est les cols qui vont être un peu bateaux et qui vont avoir tendance à glisser et là à me couper le cou. Mais si c'est un col qui est en fait serré et qui est juste voilà, rond en fait, comme mon cou, en fait y a pas de souci, ça ne bouge pas. Je l'aime beaucoup les emmanchures lâches. Moi, c'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué, mais j'ai tendance à faire mes pulls sans doute une taille au-dessus de ce que je devrais, de ce que la majorité des gens font, parce que moi j'aime bien porter des trucs lâches. C'est comme ça. Et en particulier, j'aime bien avoir de l'aisance au niveau des emmanchures. Donc là, c'est fait exprès en plus, c'est fait exprès que ce soit plus lâche, sans que ce soit gênant si vous voulez mettre un menton. L'idée c'est, alors c'est un pull en fingering, je l'ai pas dit, donc c'est un pull qui est suffisamment léger pour que ça reste souple. Du coup, vous voyez, l'emmanchure elle est pas non plus à mon coude, mon coude il est là. Donc c'est pas si bas que ça, donc je peux quand même mettre un manteau ou une veste par-dessus sans souci. Mais ça reste hyper confortable. Les manches larges, c'est génial. Les petites poignées de manches resserrées. Crop, évidemment. Voilà, donc c'est ma forme de pull préférée. J'en suis super contente. Alors, je trouve que... Je sais pas, je trouve que c'est hyper confortable et en même temps ça peut être élégant selon comment on l'habille. Et je suis saoulée. Et je l'aime énormément. Donc c'est un modèle qui est plutôt simple. Il y a un tableau pour suivre le raglan. Je vous ai déjà expliqué 20 fois mon histoire de tableau de raglan. Je vais pas vous la refaire, on en a marre. Il y a un tableau pour le raglan. C'est vraiment pas compliqué. Il y a des petites grilles pour le motif, mais vous voyez que en fait c'est quelque chose d'assez géométrique. Donc vous savez quand vous devez faire la torsade, vous savez quand vous devez faire une maille torse, tout ça. Voilà, donc ça reste très accessible et ça monte assez vite. Fingering, donc moi j'ai utilisé la laine de Featherfin, donc qui est une teinturière allemande, il me semble, donc qui teint pas mal de laine unie, qui a une boutique Etsy. Et j'aime bien ce qu'elle fait, je la suis sur Instagram depuis assez longtemps. Et j'aime bien ses couleurs. Et là j'avais pris 3 écheveaux de sa base chaussette. Donc c'est une base super wash merino nylon
tout ce qu'il y a de plus basique, dans le coloris Cornflower, donc bleu... Ah, j'ai oublié, mais il y a l'équivalent en français Cornflower Blue, il y a l'équivalent bleu... J'ai oublié le nom de ce bleu. Bref, c'est un très joli bleu, j'ai même pas alterné les écheveaux, elle fait un travail qui est vraiment très uniforme, donc c'est très chouette. Et voilà, donc ça marche vraiment bien pour votre laine fingering vraiment basique. L'échantillon est de 26 mailles, si je ne me trompe pas. Comme je vous l'ai dit, je l'ai tricoté en décembre, le patron était écrit depuis décembre. Donc ça fait longtemps. Surtout que ce n'était pas prévu. J'ai dû faire quelque chose que je déteste et je me hais. Je me hais à tel point, je me sens tellement mal. Bref. Ce patron a pris la place d'un autre design qui aurait dû sortir du coup cette semaine. Malheureusement, ce design, c'est le pull tellurique que vous avez vu. C'est un pull tout en jacquard. Ce pull donc est en collaboration avec une teinturière, avec Aimée, du coup de la bien-aimée, et du coup il faut qu'on se débrouille pour réussir à le sortir dans les meilleures conditions pour elle et son équipe. Vous vous en doutez, je pense, les teinturiers en ce moment, ils ont... Je reviens à ce que je disais en début d'épisode, s'il faut envoyer du soutien à quelqu'un et des gentils mots et plus courage, c'est aux teinturiers parce que c'est vraiment la catastrophe. Et donc Aimée qui en plus a une boutique, a des employés, machin, c'est compliqué. Donc on essaie de faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions pour elle et pour son équipe. Du coup j'ai dû échanger les sorties des modèles. Donc Santorea normalement aurait dû sortir plutôt fin mai. Et du coup le test n'était pas complètement fini. Mais comme j'ai une période de test qui est généralement assez longue sur les pulls, quand je le peux, sauf problème, j'essaie d'avoir au moins 2 mois pour les pulls. Et j'avais une majorité de testeurs qui avaient fini, qui ont été hyper efficaces, qui ont fait des versions magnifiques. Et comme c'est un raglan, que j'ai fait beaucoup de raglans, je pense que je suis Miss Raglan. Je suis assez confiante sur le pull, c'est bon, c'est ok. Mes testeurs, j'ai beaucoup de chance parce qu'en général quand je fais des tests, j'ai toujours 2 ou 3 personnes qui sont rapides que l'éclair, et c'est-à-dire que je leur envoie le patron et je peux être sûre que si je regarde pas mes messages Ravelry pendant quelques heures, que dès que je vais y retourner, je vais avoir un pamphlet entier, une analyse ligne par ligne de mon patron. Là il y a une coquille, là il faut ça, là ça va pas, là je suis pas sûre, là je comprends pas trop, là machin. Elles sont hyper efficaces, c'est... je sais pas, merci et bravo. Mais du coup mes testeuses, puisque oui j'avais que des filles, ont été hyper efficaces et du coup le patron est ok. Mais du coup effectivement je leur ai envoyé un mail pour leur dire petit souci et du coup certaines n'ont pas tout à fait fini, mais évidemment de toute façon déjà dans un cadre normal les gens qui n'ont pas tout à fait fini le test, ce n'est pas grave, mais du coup là c'est extra pas grave, mais c'est juste que voilà, c'était un petit peu quelque chose d'imprévu. Ça m'a pas plu, j'aime pas trop faire ça, ça m'ennuie parce que j'avais dit le test finissait mi-mai et finalement il faut le sortir le 8, aïe aïe aïe. Bon c'est pas très grave puisque comme je vous le dis le patron est ok, mes testeuses ont été super efficaces et super compréhensives, mais c'est toujours... voilà, c'est... Quand les choses se passent pas comme on aurait envie qu'elles se passent et qu'on a des petits soucis comme ça d'organisation, même si c'est pas ma faute, c'est la faute de personne, c'est comme ça, enfin si, c'est la faute du Covid, c'est toujours une espèce d'escalade dans ma tête, oh là là mais c'est terrible, c'est affreux, tout le monde va me détester, ça se fait pas, c'est nul, au secours, je déteste ça, mais en même temps j'ai pas trop le choix. Donc c'est toujours une escalade comme ça et au final non, enfin ça va, comme je vous l'ai dit au début,
je me monte la tête toute seule et en fait vous êtes beaucoup trop gentil et enfin voilà, juste pour vous dire que c'était un petit peu chaotique cette histoire. Mais bon, ça va. Comme je vous le dis, il y avait quand même beaucoup de testeurs qui avaient fini en avance, voire très en avance. Donc il n'y a pas de souci. C'est juste que je suis un petit peu une pieuvre en ce moment. Passer de sorcière à pieuvre. J'ai l'impression voilà, d'être une pieuvre et d'essayer de gérer 8 trucs en même temps. Et donc s'il y en a un qui a un souci, ça impacte tous les autres. Donc il faut que je réorganise tout, machin. Trop d'informations par trop de canaux différents, essayer de manœuvrer les choses en même temps. C'est mon quotidien. C'est je pense le quotidien de beaucoup de monde de manière générale et encore plus depuis un mois, deux mois. Ah oui, 2 mois. Donc voilà, juste pour petit aperçu des coulisses. Imaginez-moi la semaine dernière en mode il faut que j'échange les designs au secours, est-ce que je peux le faire? Est-ce que mes testeuses vont porter plainte et me traîner en justice? Est-ce que... Voilà, ça c'était assez marrant, puisque du coup je les ai prévenus, et j'ai reçu des messages en mode non mais c'est ok, on s'en fiche complètement de ton histoire, c'est pas grave, sors-le ton modèle, bon sang. Donc c'était très drôle. Voilà, donc du coup, pas prévu, mais quand même là, Santorea est maintenant sur Ravelry. Et je suis assez contente au final parce que c'est vraiment un modèle que j'adore. Je vous remontre un petit peu le bas parce que forcément voilà. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup et j'espère qu'il vous plaît aussi. J'avais vraiment hâte de le partager avec vous parce que je trouve que c'est un bon basique de mi-saison et enfin basique, vous savez basique selon... J'ai une crampe au pied. Aouh. Basique selon mes critères, c'est-à-dire que c'est pas du tout basique, mais c'est rien d'extravagant non plus. Et si cette forme de pull vous plaît, j'espère que le modèle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce qu'il y a quand même un gros risque que j'en fasse 150 des comme ça. Mais ça y est, ma crampe est partie. Et voilà, Santorea, je sais même plus pourquoi je l'ai appelée comme ça. Si, c'est une fleur, je crois. C'est une fleur qui est bleue. Il me semble. Bleu centaure. Ça se dit pas bleu centaure? C'est pas celui-là. Ça se dit pas bleu centaure? Pourquoi un centaure ce serait bleu? C'est un cheval. Voilà. Vous pouvez me citer si ça vous amuse. On va se faire des pins avec des phrases comme ça. Pourquoi un centaure ce serait bleu? C'est un cheval. Bref. Oh là là. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau du rabat du col, détendez-vous. Donc on a essayé de voir pas mal avec mes testeuses puisqu'il y en avait 2 ou 3 qui ont dû refaire le rabat puisque elle passait pas la tête. Et alors moi je fais toujours le même rabat élastique qui est très simple, qui consiste en fait à vous tricoter 2 mailles puis vous les retricoter ensemble par le bras arrière. Je trouve que c'est le rabat élastique le plus propre, qui est plutôt élastique, qui ne part pas, ne s'évase pas, et ça fonctionne très bien pour moi. Il mange un peu de laine, pas tant que ça. Voilà. Forcément le rabat tubulaire est très joli et beaucoup plus élastique, mais qui a envie de faire ça? Pas moi. J'ai dû le faire. Pour un des projets secrets en question, j'ai dû faire pas mal de rabats tubulaires. J'aime bien, mais quand même la flemme, hein. La flemme. Mais donc le rabat élastique que moi j'utilise, c'est celui-là, et moi ça suffit parce que j'ai l'impression que je suis quand même vachement détendue, c'est-à-dire que quand je compare avec d'autres personnes qui ont peut-être du mal avec certaines techniques qui cassent les fils et des choses comme ça, je me dis quand même je dois être vraiment zen parce que j'ai jamais aucun problème. Mais si jamais c'est votre cas et que vous voyez que c'est trop serré, que vous n'arrivez pas à avoir la bonne tension, vous pouvez évidemment faire un autre type de rabat élastique du style le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, donc celui où on fait un jeté entre chaque maille et on rabat le jeté avec la maille en question.
ou vous pouvez tout simplement utiliser un numéro d'aiguille supérieur. Faut pas hésiter quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre tension, bidouiller. Et en particulier, c'est assez courant de rabattre son tricot en utilisant une aiguille plus grosse, justement pour permettre d'avoir quelque chose de plus souple. Voilà, donc je voulais juste le mentionner au cas où vous ayez peur de ne pas pouvoir passer votre tête. J'ai pas une petite tête, j'ai pas une grosse tête, et il n'y a pas de souci, vous voyez, c'est quand même de la marge. Peut-être qu'avec mes lunettes ça passe pas. Généralement j'évite de mettre de passer des habits en ayant mes lunettes sur moi parce que j'abîme mes lunettes et je n'ai pas d'argent pour acheter des lunettes. Donc, et de toute façon, là, il n'y a pas d'opticien. Je sais qu'il y a des opticiens qui sont restés ouverts dans certains endroits. Ici, c'est non. Chez moi, c'est tu te débrouilles. Voilà, du coup, je passe pas mon pull avec mes lunettes sur moi, mais je sais que des gens le font. Bon, là, forcément, je pense pas que ça passe. Je pense même pas que je puisse le faire avec mes trucs énormes là. Mais voilà, c'est une forme d'encolure que moi j'aime bien. Après, rien ne vous empêche aussi de tricoter le col plus petit, ça peut se faire. Mais voilà, après qu'on ait réussi à trouver la bonne solution pour la tension des quelques testeuses qui avaient eu des difficultés, ça s'est très bien passé. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Sur Santorea, oui. 46 minutes de projet. Même pas des projets en plus, j'ai juste fait ma promo là. J'ai fait ma promo, j'ai raconté ma vie. Et ça fait la durée d'un épisode normal. Voilà, donc on va s'arrêter là. Merci, au revoir. Terrible. Donc Santorea est sur Ravelry. Et il y a un petit code promo pour sa sortie. Donc il y a moins 15% jusqu'à, on va dire, lundi soir. Je décide ça comme ça, hein, sur place. La meuf, j'allais dire pas organisée, mais de toute façon, vous aurez compris que ce n'est pas ma faute. Que ce n'est pas possible de s'organiser, là. Encore une fois, c'est la pieuvre. Santorea, la pieuvre, tout, c'est terrible. Donc, un petit code promo pour vous donner moins 15% sur le patron, donc ce sera le code Santorea jusqu'à lundi soir. Si jamais le modèle vous plaît, que vous avez de la laine qui pourrait correspondre, comme je vous l'ai dit, n'importe quel fingering, ce serait très joli. Et des mélanges estivaux aussi, ça fonctionnerait très bien. Le lin pour des torsades comme ça et des choses torses, ça marche très très bien. Après, les choses avec des manches pour du 100% lin, moi je suis pas fan parce que l'élasticité, le machin, le bidule, mais des mélanges lin ou des mélanges coton, pourquoi pas, ça peut être très sympa. Voilà pour Santorea, donc petit modèle du début de mai, impromptu, mais bienvenue, je l'espère. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît. Et je vais passer, mon Dieu, s'il vous plaît, à la suite. Donc, je voulais vous montrer un projet fini, en fait, qui est un projet que j'ai fini il y a quelques temps, qui était un projet que j'ai fait en test pour Marianne, donc Marguenet, et qu'elle a publié sur Ravelry il y a quelques jours au moment où j'enregistre. Mais il s'agit du col Helix. Et donc, c'est un col en jacquard. Donc c'est un col à un tour, en fait, un col Moebius, je ne sais pas. Je vais arrêter de me ridiculiser. Un col. Oui, c'était Georges de la Tour la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi. Oh mon Dieu, pardon, dans tous les sens. La dernière fois, j'ai parlé d'un peintre italien, Zéro, qui était particulièrement connu pour faire des portraits et des tableaux en utilisant une lumière de bougie, et la lumière était particulièrement magnifique. C'était effectivement Georges de la Tour, pas du tout italien, hein, mais voilà, je suis très mauvaise pour les noms et les titres des choses. C'est très bizarre. J'ai une assez bonne mémoire dans le sens où je vais connaître les paroles d'une chanson par cœur sans le faire exprès, je vais me rappeler de phrases, de dialogues entiers de films ou quoi que ce soit, mais si vous me demandez le titre du film, ou le nom du réalisateur, ou le nom du peintre, ou le titre de tel ou tel tableau, jamais de la vie.
jamais de la vie je vais le sortir. À tel point que, bah du coup dans ma tête, un peintre c'est égal Italie, et puis c'est comme ça. Non, j'exagère. Mais du coup c'était Georges de la Tour, qui n'est pas du tout Italie. Pourquoi je parlais de ça? Un col en jacquard. Qui du coup se tourne. En fait, vous montez l'émail provisoirement, vous tricotez en rond, donc c'est un tube, avec ce très joli motif tout simple. Donc quand j'étais en train de le tricoter, je vous en avais montré un petit peu, et je vous avais dit que je trouvais que c'était un très bon patron d'initiation au jacquard ferraille, dans le sens où le jacquard type ferraille, contrairement aux jacquards un peu scandinaves, tout ça, la particularité c'est déjà qu'on utilise beaucoup plus de couleurs et qu'il y a des transitions, genre des dégradés de couleurs dans les motifs. Et du coup là ce qui est intéressant c'est que vous avez ces changements de couleurs tous les 2-3 rangs, ce dégradé, mais que la couleur de fond reste la même tout le temps. Donc c'est un bon entre-deux je trouve, et le rendu est vraiment hyper sympa. La version de Marianne est hyper colorée, elle a utilisé la base Helix de la bien-aimée, et elle a utilisé du coup des rouges, des orangés, il y a plein de versions avec des couleurs différentes de toutes les testeuses, et moi j'avais envie d'une version neutre en dégradé de gris, et je suis hyper contente du résultat. C'est hyper joli. Je trouve que c'est hyper élégant, en même temps c'est original parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir du jacquard comme ça. Dans des teintes un peu tristounes, un peu ternes. mais je trouve le rendu vraiment beau, je suis hyper contente. Le motif est très simple, ça se tricote en rond. Voilà, c'est sympa parce qu'on change de couleur tout le temps. Vous n'avez pas à rentrer les fils puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un tube. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des nœuds. Avec mes bouts de fil, j'ai juste fait des petits nœuds, j'ai coupé près des nœuds, et c'est à l'intérieur, quelque part, c'est très moche et c'est le bazar, mais c'est à l'intérieur du col, du tube, donc on ne sait pas. On ne voit rien, tout est secret. Donc ça, voilà, encore une fois, ça a les avantages d'un jacquard à multicolore, un peu plus intense, sans les inconvénients. Donc je le trouve très sympa. Et j'ai utilisé un fil qui est une très bonne alternative à la Helix de la bien-aimée. Alors la Helix de la bien-aimée c'est un trésor, c'est magique. C'est une excellente base qui me plaît énormément. Et je vous conseille vraiment, si vous en avez la possibilité, d'aller voir cette laine, on en reparlera. Puisque c'est la base que j'ai tricotée pour le pull qui a été remplacé par celui-ci. Donc normalement vous devriez en entendre reparler dans pas trop longtemps. Mais si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas prendre la Helix de la bien-aimée, moi j'ai utilisé la Saga de Phil Colana. Donc la Saga c'est un nouveau nom, avant elle s'appelait New Zealand Lamwool, donc laine Lambswool en fait, de Nouvelle-Zélande. Donc c'est une laine un peu dentelle, donc avec 300 mètres par 50 grammes, qui est dans un très joli panel de couleurs. Phil Colana, vous le trouvez sur la boutique de Christine Triscott. Voilà, donc avec plein de couleurs, fait pour le jacquard. Donc vous voyez là, en fait c'est un dégradé parfait, hein, c'est la gamme dans l'ordre. Je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai pris dans l'ordre. Et c'est un très beau fil qui fonctionne très bien pour le jacquard, qui s'étoffe bien, pas autant que la Holzgarn, mais qui est plus douce du coup que la Holzgarn, bien plus douce, moi je trouve, bien plus moelleuse, qui pique moins, qui a un plus petit halo. Alors ça reste de la laine naturelle, hein, mais moi je la trouve plutôt douce vraiment, et après du coup c'est très confortable, c'est très moelleux. Donc voilà, je vous recommande ce fil aussi, qui du coup est très abordable, puisqu'on est sur Phil Colana, qui est une marque danoise, bon, il me semble, qui est une marque qui a des bases vraiment très sympas. Et voilà pour le col. Donc comme je vous l'ai dit, vous tricotez le tube jusqu'à la longueur préconisée par Marianne. Moi j'ai fait moins de répétitions parce que mon échantillon en rang n'était pas bon. Mon échantillon en maille était correct, mon échantillon en rang était beaucoup plus haut. Ce qui est bizarre parce que d'habitude mon jacquard est très carré, d'habitude mes mailles sont assez
rétréci. Là, j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mon échantillon rang était plus étendu que d'habitude. Ça doit être peut-être le fil si fin. Mais du coup j'ai fait moins de répétitions que préconisé. Mais voilà, c'est très facile, vous tricotez jusqu'à la longueur voulue. Vous pouvez même le faire plus long pour avoir un col double. Ça peut être très chouette. Et ensuite vous faites le twist, là, le moebius, n'est-ce pas? Vous tournez le col et vous faites un Kitchener stitch pour coudre ensemble, donc un grafting. C'est toujours un problème ça. Je sais qu'en français on dit grafting égale Kitchener stitch, donc cette méthode là spécifique, celle qu'on utilise pour les pointes des chaussettes par exemple. Mais le problème c'est que grafting c'est l'ensemble de techniques, c'est le principe, et il y a plusieurs méthodes différentes de grafting. Il y a la méthode russe, il y a le rabat à 3 aiguilles, en quelque sorte c'est un grafting aussi, même si c'est un rabat, donc peut-être pas forcément. Mais bon, il y a la méthode russe, il y a peut-être d'autres façons que je ne connais pas. Mais bref, donc là, vous graftez si vous voulez les deux bouts, et voilà, et vous avez un très joli col. Alors je vais essayer de le mettre. Oui, alors j'aime bien moi faire ça. Avec mes écharpes aussi. Bah, je sais ce que vous allez dire. Mais moi je sais pas, j'aime bien. Parce que souvent soit j'ai oublié de prendre un bonnet, soit j'ai la flemme de le mettre. Mais non, j'aime bien faire ça. Ce col le permet. Je trouve qu'en fait sa largeur et sa taille est vraiment parfaite en fait, puisqu'il se tient vraiment bien, vous voyez, il me tient quand même chaud, donc si jamais, imaginons c'est l'hiver, j'ai un manteau, il va vraiment bien me tenir chaud sans m'étrangler. C'est toujours le petit problème que j'ai moi quand je mets des grosses écharpes, des choses comme ça. Soit j'ai trop chaud parce que je les étale un peu trop sur le haut de mon corps, soit je les ai trop serrés autour de mon cou, donc je m'étrangle. Là c'est vraiment une bonne forme, une bonne taille, et il se tient vraiment très bien, et j'en suis très contente, et je le trouve vraiment très joli. Voilà, donc c'est un modèle que Marianne a publié, il me semble fin avril, sur Ravelry. Vous pouvez le retrouver sur sa boutique Ravelry, et vous amuser un petit peu. Il y a vraiment plein de versions, de couleurs différentes. Il y a quelqu'un en particulier, je ne sais pas qui c'est, qui a utilisé une laine variée. Donc en fait elle avait juste une couleur de fond blanche il me semble, et qui a utilisé une laine variée ou à speckles pour tout le motif. Et c'est vraiment hyper joli. Ça vous évite en plus d'avoir le côté petit fil à nouer à la fin. Mais il y a vraiment plein de manières de le faire avec de très jolies associations de couleurs. Donc le col Helix, le Helix Cowl de Marguenet. Voilà pour mon projet fini pour cet épisode. Et donc je vais enfin passer à mes encours. Et donc ce sont deux nouveaux encours. Je ne vous remontre pas mon pull Calm Cool. Donc mon pull tout en point de blé, my torse, tout ça. Oui, que je tricote depuis peut-être 2 mois maintenant. C'est juste qu'il va lentement et que j'ai d'autres projets qui s'accumulent. Mais je vais partir sur celui-ci. J'ai commencé. Sarah Nordlund a fait un appel au test. Ai-je le temps? Est-ce raisonnable? Non. Est-ce que je le fais? Bien sûr que oui. Donc, j'ai postulé pour tester un des modèles de Sarah Nordlund, un des tops estivaux sur lesquels elle est en train de travailler, et j'ai eu la chance d'être prise. Donc il s'agit, vous l'avez peut-être vu sur son compte Instagram, il s'agit d'un gilet débardeur, donc avec des boutons devant, tout en dentelle, qui est hyper joli. Je le trouve trop beau, et je l'avais repéré depuis un petit moment. Donc quand elle a fait l'appel au test, je me suis proposée, et j'ai été prise. Et donc c'est un débardeur avec ce motif de dentelle là. Tout simple, tout bête, une dentelle assez basique, qui se fait assez bien, alors qui est pas aussi agréable à tricoter que ce que je pensais.
En fait, je pense que c'est à cause de ma laine. Alors, le motif se fait sur l'endroit et sur l'envers. Il n'est pas du tout compliqué, ça vraiment il n'y a aucun souci, il se retient très bien, on voit bien où on en est, mais du coup ça implique de manipuler un petit peu l'émail. Et moi j'utilise la Blacker Yarns Samite, donc qui est une laine, j'avais acheté 2 écheveaux il y a longtemps de la Samite, donc c'est une laine que j'aime beaucoup. En fait c'est un mélange de plein de laines différentes non superwash et de soie. Et moi, les mélanges de laine non superwash et de soie, j'aime énormément ça. Je trouve le rendu hyper intéressant parce que on a un petit côté brillant et étrange de la soie parce qu'elle se comporte pas de la même manière que la laine. Et le fait de la garder avec de la laine qui est non superwash, en fait, on a les propriétés de la laine un petit peu en conflit avec les propriétés de la soie. Alors que quand vous avez de la laine superwash, la laine superwash c'est lisse, c'est doux, ça drape bien comme la soie. Et du coup ça fait un peu plus. Donc oui, ça ajoute de la brillance et du drapé, c'est super sympa. Mais le fait d'avoir un petit peu les choses en conflit, donc les laines plus rustiques, non superwash et la soie, je trouve que ça fait des mélanges hyper intéressants que j'aime beaucoup et j'en connais pas beaucoup. J'aimerais qu'il y en ait plus. Et là en fait la Samite de Blacker Yarns était une qualité qu'ils vendaient et qui est discontinuée. Parce que la vie. Donc ça fait un petit moment qu'ils ont décidé de l'arrêter. Donc c'était une laine fingering légère. Là c'était un coloris Aspen Shiver. Aspen Shiver, donc c'est un gris, je pense qu'il n'est pas atteint, je suis pas sûre. Bref, c'est un mélange de plein de laines différentes, à 80% de laine vierge non superwash. Je crois qu'il y a du Zwartbols, n'est-ce pas? Le mouton anglais qu'on aime bien. Oui, il y a vraiment un mouton anglais qui s'appelle Zwartbols. J'ai entendu quelqu'un le dire, j'ai entendu un anglais le dire, j'ai oublié. Il y a du BFL, je crois qu'il y a du Wensleydale, enfin il y a 15 000 mélanges. Comme Blacker Yarns est une marque qui aime bien faire ça, avec des laines de mouton anglais assez rares et précieuses, avec 20% de soie cardée. Donc vraiment quelque chose de très particulier, que j'aime énormément, qui n'existe plus, c'est la tristesse. Donc j'avais 2 écheveaux, c'est de la light fingering, donc j'ai un peu plus de 900 mètres. Au départ je les avais achetés pour faire un modèle, je voulais faire un espèce de châle, un truc sympa, mais le fait qu'ils ne la fassent plus c'est un peu gênant, parce que je sais que... Alors... Moi ça m'embête pas dans l'idée, c'est-à-dire que oui, j'ai un peu tendance des fois à faire des modèles avec de la laine qui n'est pas facilement trouvable ou sans me concerter avec le teinturier et du coup moi en soi ça m'embête pas, mais je sais que après du coup j'ai plein de questions de personnes qui me demandent est-ce que je peux avoir cette laine, où est-ce que tu l'as acheté, tout ça. Et je comprends tout à fait que ça peut être un peu frustrant quand on a un modèle et qu'on adore le rendu avec la laine qu'a utilisé le designer et qu'on veut la même chose. J'ai ce réflexe aussi. Et du coup ça m'embête un peu de faire un modèle, un design avec une laine que vous ne pourrez jamais avoir. Donc c'est de la tristesse. Du coup, quand j'ai vu ce modèle là de Saree Nordlund et que j'ai vu que ça pouvait matcher, alors on va... Je suis plus sûre. Ça va peut-être finir en catastrophe parce que j'ai peut-être pas assez de laine en fait. Elle a utilisé de la soie pure de la marque Knitting for Olive, qui est une marque que j'ai très envie d'essayer, qui est une marque danoise, encore une fois il me semble, que des Danois, partout des Danois, tout le temps des Danois. Donc Knitting for Olive, qui est une marque qui a quelques qualités qui ont l'air hyper sympas, et donc ils ont une qualité pure soie en fingering légère, et Saree l'a tenue en double pour faire ce haut. Et du coup je me suis dit que ça marchait bien, puisque ça c'est une fingering légère, je peux la tenir en double. Du coup j'ai fait un petit échantillon, j'ai l'échantillon parfait. Je tricote à peu près comme Saree, c'est pas la première fois que je le remarque, que j'ai pas besoin de changer d'aiguille ou quoi que ce soit. J'ai l'échantillon en maille, en rang, parfait, nickel, tout va bien. Le seul truc c'est que comme moi c'est majoritairement de la laine, c'est pas aussi léger, ça ne drape pas autant que le rendu du prototype de Saree Nordlund.
Ce qui me dérange pas, moi je trouve ça assez joli. C'est pas non plus cartonneux, je pense que ça va quand même bien tomber, mais aussi avoir un peu plus de structure, vu que c'est un débardeur gilet en plus. Je crois que ma mère hurle sur ses collègues. Elles sont en vidéoconférence Zoom, donc je crois que ça se passe pas bien. Ils sont en train d'essayer de réorganiser l'ouverture du centre pour les enfants handicapés dans lesquels ma mère travaille, on s'en fiche. Bref, c'est compliqué. Voilà, comme c'est un gilet, un débardeur, un truc d'été, ça me dérange pas si ça a un peu plus de tenue, parce que j'aimerais éviter que ça baille en fait, et que genre quand je me penche, ce soit la fête. Même s'il n'y a pas grand chose à faire la fête pour, mais bon, quand même, quoi, c'est pas agréable. Donc moi le rendu me va, c'est juste que à tricoter, effectivement, j'utilise des aiguilles 3,75 mm, c'est-à-dire que idéalement, je pense que plutôt 4 ou 4,25 pour tenir ce fil en double, ça aurait été mieux, mais du coup j'aurais pas eu le bon échantillon, ça aurait été super aéré, et ça aurait été trop lâche en fait, et du coup ça aurait été complètement transparent, ça aurait été ridicule. Mais du coup, ça fait que des fois manipuler les mailles, c'est un petit peu compliqué. Ça me fait pas spécialement mal pour l'instant, c'est ok, mais voilà, c'est pas hyper fluide, on va dire. Mais le résultat est quand même hyper joli. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on tricote d'abord tout le corps, ensuite on sépare, on fait, alors c'est un V, hein, et ensuite on va faire les devants et le dos, et tout va bien. Et donc là on tricote, en fait on fait un petit peu de côte, puis en fait on tricote en même temps le motif de dentelle et les bordures en côte, les bandes de boutonnage en fait, là, voilà, comme ça. Et on fait de temps en temps les trous pour les boutons, donc là j'en ai fait 2, il faut que j'en fasse 3 de plus, on les fait tous les 7 cm dans ma taille. J'ai peur de ne pas avoir assez de laine. Normalement j'ai 100 mètres de plus que ce que préconise Tari, donc elle dit bien tant de laine fingering si vous allez la tenir en double, ou tant de laine DK si vous prenez juste une DK, parce que oui du coup on peut la prendre en DK. Mais donc j'ai 2 écheveaux, là, ça il faut que ça fasse 30 cm. J'ai fait que ça. Il me reste que ça de mon premier écheveau. Certes, il y a mon échantillon, j'ai un écheveau plein, je panique un peu. Peut-être que je me monte la tête pour rien. Je pense que je vais finir les 30 cm du corps. J'espère que du coup j'aurai juste un petit peu entamé mon deuxième écheveau. Mais j'ai l'impression que je mange beaucoup de laine, mais c'est pas... Non, parce que pour le coup j'ai exactement le même échantillon en largeur et en rang, donc normalement il n'y a pas de différence de mangeage de laine, de fil en tout cas. Donc je sais pas. Je ne sais pas, j'ai un peu peur. Mais je serais vraiment triste de devoir le faire dans un autre film. D'ailleurs, je ne sais pas en quoi je pourrais le faire. Je crois que j'ai pas de... Non, au secours. Je crois que j'ai pas d'autres laines qui pourraient convenir. Après, ce serait facile de trouver. Je pourrais peut-être trouver de la DK ou de la soie ou quelque chose. Mais j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc là, c'est pas bloqué, donc c'est un petit peu plus rigide. Mais je trouve que c'est vraiment chouette. Non. Voilà, moi j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Je fais la taille 2. Ça devrait me donner 92 ou 94 cm, j'ai oublié. Total, fini. Donc un peu plus de 5-10 cm d'aisance, elle disait, il me semble. Je croise les doigts que ça passe, ça devrait être le cas. J'ai déjà des petits boutons, des boutons tout bêtes. Je voulais pas des boutons trop fantaisie parce que comme la laine est d'une couleur très neutre, au final, si je mets un truc qui jure, vraiment ça va faire bizarre. Donc j'ai juste des petits boutons bois que j'avais dans mon stock.
Je me dis ce sera très bien, ce sera discret, ça ira très bien. Si j'ai assez de laine pour le faire comme ça, je l'espère. Mais voilà ce que ça donne. Donc c'est le top Florence. Et j'aime bien. J'aime bien. Donc je tricote doucement le soir. La grille de dentelle, elle est courte, elle est petite. Je l'ai sur mon téléphone. Je regarde Vikings en ce moment sur Netflix. Je fais parfois quelques bêtises, mais on voit vite quand on a fait une bêtise, puisque voilà, on sait ou on voit qu'on n'est pas au bon endroit pour faire son jeté, donc on se dit ah mince, je me suis ratée, donc c'est pas très grave. Et on retombe vite sur ses pattes. Mais voilà, juste pour voir un petit peu, que vous voyez un petit peu la différence de rendu entre pas bloqué, vous voyez c'est un petit peu rigide. C'est pas très ouvert, mais voilà, bloqué, ce que ça donne, c'est un petit peu plus aérien, on va dire. Voilà pour le top Florence que je teste pour Sarin Nourloun. La fin est début juin, le 10 juin même, donc j'ai le temps, ça va aller. On va y arriver. Donc c'est mon projet perso du soir et du week-end. Sauf quand je panique parce que j'ai une deadline urgente et que c'est la catastrophe. Normalement, ça c'est fini. J'ai fini toutes mes deadlines catastrophes. Et donc normalement c'est bon. J'ai un deuxième cours à vous montrer qui est un nouveau modèle sur lequel je suis en train de travailler. Un modèle complètement imprévu, impromptu, c'est un peu le thème de cet épisode, le chaos, la pieuvre, tout ça. Je cherchais, je sais même plus pourquoi, j'étais en train de fouiller dans mon stage de laine tissage. Parce que j'ai mon stage de laine tricot, et j'ai mon stage de laine tissage, parce que je suis ce genre de personne. Non, c'est-à-dire que j'ai des laines, soit des laines avec des textures particulières, des laines que je n'aime pas, des fils que je n'aime pas spécialement tricoter, mais avec lesquels j'aime bien faire d'autres trucs de loisirs créatifs. Et du coup, bah, c'est dans des bacs à part. Et en particulier, il y a pas mal de coton à cet endroit. Et je fouillais là, je ne sais plus pourquoi, et j'ai vu ça. J'ai vu ces 3 couleurs de coton. Alors, c'est pas tous la même chose. Il me semble que ça, c'est du fil d'art, fil coton 4, la DK 100% coton de fil d'art. Ça, je crois que c'est Adriafil, du coton DK Adriafil, coton mercerisé égyptien, machin milieu. Et ça, c'est la Woolbutt, donc qui est une marque allemande que vous trouvez sur le site de Butinette, de loisirs créatifs, la Woolbutt Camilla, donc aussi 100% coton DK. Donc je vois ces 3 couleurs, toutes 100% coton, à peu près DK. Moi je trouve que ça va bien ensemble. Alors, on va pas retourner dans le débat couleur. Vous savez ce que je pense de mon talent pour associer des couleurs, c'est pas terrible. Mais là je trouvais que ça... Je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant. Assez différent de ce que je fais d'habitude. J'espère que vous entendez pas ma mère gueuler, hein. Je pense qu'elle a pas compris le principe des micros. Le fait que... y a pas besoin de parler spécialement plus fort parce que la personne est loin quand on est au téléphone. Non, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'ils sont 15 sur leur visioconférence, là, et du coup, ils s'en sortent pas. Et on diverge. Le coton. Jolie couleur. Moi, je trouvais que ça allait bien ensemble. Que c'était assez inhabituel par rapport aux associations de couleurs que je fais d'habitude. Surtout déjà parce qu'il y en a 3, et que moi, associer plus de 2 couleurs, j'ai vraiment du mal. Parce que ça... Oui, évidemment qu'il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un peu Ikea, mais il n'y a pas de problème. Les 3 couleurs ensemble, j'ai vraiment du mal à savoir si c'est joli ou pas. Et je me pose toujours la question. Je me dis, je suis pas sûre de moi, en fait. Mais je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et je me suis dit,
tiens, ce serait marrant d'essayer de faire un top d'été tout en coton. Je suis pas hyper fan du 100% coton. Je trouve que c'est un peu lourd. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien en tricoter, que souvent trouver du coton c'est facile, c'est assez abordable. Et j'avais envie un petit peu de me lancer le défi, de me dire ah, ça peut être sympa. On peut faire un top un petit peu simple, un petit peu cool. Voilà, des couleurs un petit peu plus flashy que d'habitude. Quand je regarde mon projet, que je vais vous montrer, que je vous ai montré sur Instagram d'ailleurs, qui n'a pas suscité de tollé général, personne ne s'est désabonné, je me dis bon, donc ça va, c'est que ça doit aller. Mais j'ai l'impression que c'est typiquement le genre de truc que j'aurais acheté quand j'étais ado. C'est un petit peu l'effet que me fait ce t-shirt que je suis en train de designer. C'est mon t-shirt d'ado. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu associer les 3 couleurs, mais j'ai pas voulu juste faire des rayures, parce que là, pour le coup, je trouve que ça aurait fait vraiment truc qu'on achète sur la plage en été. J'avais envie de faire un jeu de couleurs un petit peu. La quinte de tout. À force de parler pendant 1h30, c'est ça qui se passe. J'avais envie de faire de lier les couleurs un petit peu différemment entre elles, de pas juste faire des rayures. Et du coup j'ai eu envie d'utiliser des mailles glissées parce que l'avantage des mailles glissées c'est que ça accroche le tricot un petit peu en haut. Je sais pas comment expliquer. Disons que ça tire certaines parties du tricot vers le haut et ça crée une épaisseur. Comment dire ? Ça crée de la dimension, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça fait un truc un peu en relief en 3D. Et je me suis dit qu'avec le coton, qui a tendance à un peu tomber, parce que c'est lourd, parce que la gravité, machin, parce que ça tient pas sa structure, je me suis dit que du coup ça pouvait être intéressant de tricher un petit peu avec des mailles glissées et d'un petit peu d'essayer de jouer avec la structure sur un truc qui n'en a pas. Je suis pas 100% convaincue de la tenue, ce truc dans le temps, je sais pas vraiment si ça va marcher, mais pour l'instant ça me paraît assez rigolo. Donc, ça ressemble à rien là parce que je suis à un endroit vraiment bizarre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, ce sera un t-shirt épaules tombantes. En fait, ce sera un carré, enfin avec un col rond comme ça, et un bas fendu. Donc, j'ai fait le bas du t-shirt, donc en côte de 2 torses. Je trouvais ça sympa, ça change. C'est vraiment une texture. C'est une texture rigolote. Avec donc fendu, avec le bas plus long que le devant. J'ai rejoint en rond et j'ai fait ce motif de mailles glissées. Et du coup, vous voyez ce que je veux dire. Quand je vous montre là comme ça fait moins. Comment dire ? Ça fait moins flash, je trouve. L'association des 3 couleurs, je trouve qu'elles se fondent pas mal. Alors certes ça fait quadrillage, certes ça fait un peu années 80, mais je trouve ça rigolo. Je sais pas. Donc j'ai tricoté en rond sur un peu plus d'une vingtaine de centimètres pour qu'il soit crop. Parce que j'ai pas beaucoup de coton en fait. Hein. Je ne sais pas si j'aurai assez de jaune pour finir. Et après j'ai séparé pour le dos et le devant, donc j'ai fini le dos et les épaules. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je voulais arrêter mon délire avant les épaules. Parce que je trouve que c'est rigolo, mais que ça, juste à côté du visage, pour le coup ça fait vraiment... Je trouve que ça fait trop. Alors que si je laisse juste le rose... qui est un vieux rose très... J'aime beaucoup cette couleur, je la trouve très jolie. Qui est un espèce de vieux rose, que si c'est ça qui en quelque sorte encadre le t-shirt, donc c'est ça qui est majoritairement que ça sur les épaules en jersey, ce que j'ai fait là sur le dos en fait. Là vous avez les épaules dos, donc sur le devant, à partir du moment où je rabats sur le col, je pense que ce sera que du jersey aussi dans le rose. Que le col, les bouts de manche et du coup
le bas du pull est en rose. Je trouve que ça adoucissait un petit peu le truc et que ça le rendait un petit peu plus intéressant plutôt que d'avoir juste cet aplat de quadrillage tricolore. Je sais pas, c'est ma vision. J'ai du mal à imaginer. J'ai pensé à faire comme ça depuis le début. J'ai pas eu d'autres idées. J'ai pas envie de changer de plan en cours de route. Mais j'ai quand même du mal à me représenter ce à quoi ça va ressembler. Du coup, j'ai vraiment hâte de le finir. Donc là, j'ai repris le devant. Et je pense que je vais bientôt rabattre pour le col. Donc là, je suis en train de tricoter le devant à plat. Je vais bientôt rabattre pour le col. Et du coup, bon, après ça va se finir très très vite puisque je vais accrocher les épaules, je vais finir le col et les petits mancherons. Je vais juste faire des petites côtes pour finir. Je veux pas qu'il y ait des manches en fait. Comme il y aura pas mal d'aisance. En plus c'est du coton, donc vous imaginez bien que ça va encore plus... terme technique, là aussi. S'étendre. Voilà, ça va tomber suffisamment dessus les épaules, je pense. Est-ce vraiment le moment de tondre ta pelouse? Il fait 29 degrés. Visiblement, oui. Je pense que vous l'entendez pas. En général, vous n'entendez pas trop les tondeuses. Voilà, donc c'est mon idée. Je suis... Alors, j'espère que vous n'êtes pas complètement dégoûtés et que quand je l'aurai fini, que je trouverai quand même des testeurs. Parce que je suis très curieuse de le voir dans des couleurs normales. Je pense dans des tons neutres, genre avec un beige, un noir et un blanc, par exemple. Je pense que ça peut être hyper joli. Pas juste avec du coton, hein, même avec de la laine, du coup des figurines épais ou sport ou pourquoi pas doubler avec... Non, pas du bois, non. Laissez tomber le mohair. Mais des choses qui ont un petit peu plus de texture. Ou de la déca, des mélanges de déca. Je sais pas, voilà, j'ai une vision de ça en couleur plus neutre. Ou aussi avec du bleu. Quelque chose avec du bleu, du vert et du gris. Dans des tons un petit peu moins contrastants du coup. Qui seraient plus doux, plus modernes. Moins ado. Je suis très curieuse. Alors je trouve ça hyper rigolo. Je trouve que ça me va pas trop mal. Enfin ça... Je sais pas. Qu'est-ce que... C'est rigolo? Ça me va? Mais je suis très curieuse de le voir dans des couleurs qui sont un peu plus... dont j'ai un peu plus l'habitude. Donc j'espère que vous n'êtes pas complètement dégoûtés et que quelqu'un va bien vouloir le faire. Mais voilà, donc ce petit top d'été qui va bien finir par ressembler par quelque chose, qui devrait être fini assez vite et que j'aimerais bien sortir genre en juillet ou quelque chose comme ça, donc on verra, qui s'appelle Zini, parce que je cherche à remplir mon alphabet de patron, à avoir un patron par lettre de l'alphabet, parce que ça m'amuse. J'ai vu la designeuse Anna Johanna, donc qui est une finlandaise qui a fait ça il y a pas longtemps, qui a partagé chacun de ses patrons par lettre de l'alphabet. Je trouvais ça rigolo, je me suis demandé tiens, est-ce que j'ai toutes les lettres de l'alphabet? Et non, et donc je n'avais pas de Z, donc ce sera Zini, le t-shirt Zini, qui est mon cours de design pour le moment, que j'ai un peu fait à la sauvage, je perds ma voix, que j'ai un peu fait à la sauvage avant de repartir vers des projets secrets, un projet secret. Voilà. Pour mes encours, du coup, ce podcast est interminable. Interminable, au secours. Il faut que je fasse celui en anglais après. Je sais pas si je vais pouvoir. Je suis obligée de les faire les deux en même temps parce que je vais pas me remaquiller, hein. Jamais de la vie. Là, je suis comme ça, c'est très bien, mais après c'est au moins 2 semaines de vraiment, vraiment on ressemble à rien, on a les cheveux gras parce qu'on fait du sport et voilà. Je voulais vous parler du livre Knit It que, alors attention, bruit, hop, voilà,
du livre Knit It que du coup j'avais commandé sur le site Knit It, qui est un livre qui aurait dû sortir à l'occasion du festival, du coup qui regroupe pas mal de modèles de différents créateurs. Donc je le trouve très bien. Je voulais juste vous montrer parce que aussi, encore une fois, forcément, les organisateurs de festivals sont un petit peu en difficulté en ce moment. Et je trouve cette initiative de publier un livre sur la thématique du festival qu'on organise en regroupant différents designers d'horizons différents, je trouve ça assez sympa et je trouve le résultat vraiment chouette. Au niveau des patrons, puisque c'est sur ça que je vais me concentrer, j'aime bien le fait déjà qu'il soit écrit en français et en anglais, qu'il soit traduit. Ça permet du coup d'exporter un petit peu les choses. Et les explications sont bien, et les instructions ont l'air très claires, sont en jaune dans le livre. De très beaux schémas techniques, tout ça. Voilà, j'ai survolé les instructions et c'est très bien. Mis à part ça, il y a pas mal de choses variées. Alors c'est beaucoup de vêtements, mais il y a aussi des accessoires. Et je voulais vous montrer mes préférés. Alors, je vais y arriver. Toi. Il est toi. Hop, j'en ai deux en particulier que j'aime beaucoup. Trois. Voilà, trois en particulier que j'aime beaucoup. Oh, je l'ai perdu. Voilà. Terrible. Voilà. Je vous les avais partagés sur Instagram. Donc, un que j'aime bien, c'est celui de Bérangère Caillot, de Lilofil. Ce yoke en jacquard, je le trouve très très beau, très différent. Je trouve hyper intéressant parce que le jacquard, il y a un petit peu deux camps. Il y a le camp géométrique et le camp figuratif. Donc soit vous faites des croix, des machins, des carrés, soit vous dessinez quelque chose. Vous dessinez une feuille, vous dessinez un arbre, un écureuil, que sais-je. Et ce que je trouve marrant, c'est que c'est un petit peu entre les deux. Je sais pas trop. Enfin, ça représente visiblement un arbre ou une plante, mais de manière assez... Enfin, c'est pas complètement géométrique non plus, c'est pas schématisé. Je trouve ça hyper joli, je trouve ça hyper intéressant comme entre-deux dans le style du dessin du yoke. Voilà, je le trouve hyper chouette. Et mes deux... Alors oui, le principe du livre, c'était de partir de motifs de papeterie et de faire des modèles adaptés. Donc là, forcément, le motif de papeterie, c'est celui-là. Voilà, donc en fait, si j'ai bien compris, les designers se sont inspirés de du motif de papeterie qu'ils et elles avaient été associés avec la grammaire. Vous avez compris. Et se sont inspirés pour créer leur motif. Donc le motif de Lilofil, le pins, je l'aime beaucoup. Mon préféré de la vie, je trouve ce pull magnifique. C'est le pull coquille de encre violette du coup. Je le trouve trop beau. Je sais pas si c'est parce qu'elle a utilisé la laine de Maison Corlaine et du coup il y a l'aura Maison Corlaine. Vous savez que je les aime beaucoup. Je le trouve trop joli. Je trouve très difficile de faire des choses intéressantes avec des fils poilus comme ça. Je trouve qu'on a un petit peu fait le tour et que alors j'aime bien les pulls basiques tout simplement, que par exemple l'atelier d'Emilie en fait pas mal. C'est très joli, c'est hyper élégant, il n'y a pas de... Enfin voilà. Avec des coupes différentes, tout ça, je trouve ça intéressant, je les trouve hyper jolies. Mais moi ça me... Alors j'aurais envie d'en faire, du coup, peut-être qu'un jour je choisirai un de ces modèles par exemple. Il y a d'autres personnes qui en font des comme ça. Sari Nordlund aussi, on a un pull tout basique, que elle a tricoté en duo avec du mohair et qui a une coupe intéressante là. J'aimerais bien en faire, mais d'inspiration en tant que designer, je ne
je ne vois pas quoi faire, ça ne m'inspire pas. J'ai un petit... J'ai l'impression qu'il y a pas, que c'est difficile, enfin c'est difficile, mais que c'est toujours au détriment de ce qu'on fait et que parfois c'est dommage parce que on verrait mieux le point si c'était pas aussi poilu. Que oui, c'est intéressant, mais que bof. Là, je trouve que ce point de dentelle en particulier, je trouve qu'en fait il gagne à être flouté par le suri. C'est du suri, hein, il me semble. Il me semble que c'est la base suri. Bah oui, oui parce que ben, vous allez voir mon délire. Oui, 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 oui. C'est le suri, je crois. Je trouve qu'il gagne en fait à être flouté par le suri parce que si en fait quand on regarde, du coup c'est effectivement des petits motifs de coquilles avec du point mousse il me semble et des jetés et ça fait des coquilles comme ça. S'il était très défini, je trouve personnellement que ça ferait très enfantin, très mignon, les petits motifs de coquilles comme ça, mais que si c'était très net dans un fil comme celui-là par exemple, avec une très bonne définition, je trouve que ça ferait un petit peu plus quelque chose d'approprié pour une robe de petite fille ou des choses comme ça. Et du coup, le fait de le mettre en suri qui floute complètement le truc, ou on pourrait le faire en mohair aussi, je pense, ça... tout de suite, c'est hyper joli, hyper élégant. Je trouve que c'est très intelligent. Il y a ça, j'ai vu aussi des choses en brioche avec du suri ou du mohair. J'ai fait quelque chose avec des mains glissées, lequel ça marche bien, mais voilà, comme je vous dis, je trouve difficile de travailler ce genre de fil, et là je trouve que c'est quand même une sacrée réussite. Et je l'aime beaucoup à tel point que j'aime le faire. Et que, alors, je voulais trouver un suri commercial d'une marque non teinte à la main, parce qu'on voit beaucoup de teintes à la main. Forcément, là, c'est Maison Corben, du coup, qui a teint les laines pour ce modèle. La plupart des teinturiers ont du suri maintenant en dentelle. Et je voulais tester une alternative commerciale pour des raisons budgétaires et pour voir avec vous et vous dire ce que j'en pense par rapport au suri des teinturiers indépendants. Donc j'ai commandé la Cumulus de Fiberspace, donc qui est exactement la même base. Donc c'est une base dentelle 74%, alors c'est pas toujours exactement les mêmes pourcentages, mais là c'est 74% baby suri alpaga et 26% soie mulberry, donc la soie de mûrier, donc c'est la soie la plus raffinée. La soie mulberry, je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai dit il y a pas longtemps, je ne sais plus. La soie mulberry, c'est... Non, je l'ai dit pour une vidéo Patreon. La soie mulberry, c'est la soie la plus douce, la plus brillante, la plus lisse, puisque c'est la soie où les vers ne mangent que des feuilles de mulberry, de mûrier. L'autre soie, la soie Tussa, c'est une soie qui est un peu moins brillante, qui est un peu plus brouillonne, qui est très jolie aussi, qui est très intéressante, qui est plus texturée, qui est beaucoup plus de matière par rapport à la soie de mûrier qui est très lisse, très drapée, machin. La soie de ça, c'est justement parce qu'ils mangent n'importe quoi. Donc là, c'est de la soie raffinée, on est content. Et voilà le fil. Donc j'ai pris le coloris Slate parce que j'ai tout de suite vu. Alors le rose, c'est mignon, c'est joli, ce que vous voulez. J'ai assez de rose. Mais j'ai trouvé ce coloris vraiment très beau. En fait, c'est un gris. Alors, oui, voilà, un peu comme ça. C'est un gris bleuté, bizarre. Je trouve vraiment très très joli. Donc, au toucher, c'est très doux, un peu moins que les versions des teinturiers indépendants, forcément, le même prix. Mais ça reste très doux et je vous en parlerai quand je le tricoterai. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais en tout cas j'ai le fil pour. Et je sais plus combien il coûte. J'en ai pris 8.
et je crois que c'était une 50aine d'euros. Voilà. Mais voilà, je vous en reparlerai quand j'utiliserai parce que j'avais envie de le tester et de me faire un avis dessus. Mais en tout cas, je trouve la couleur très très jolie. Et au toucher, ça me paraît très beau. Et enfin, le troisième modèle que j'aime beaucoup, c'est celui de Solène Leroux. Celui-ci. Le Art Déco de Solène Knits, du coup. Je le trouve vraiment magnifique. Cette torsade-là, je la trouve très très belle. Et là, je trouve que clairement, on sait mettre les couleurs ensemble. Vous voyez la différence? Je trouve que les couleurs sont très jolies ensemble. Alors ça fait très sorbet, glace d'été. Mais je trouve qu'il est très très joli ce motif, ce modèle aussi. Et j'aime beaucoup cette torsade. Voilà. Les recettes, il y a quelques recettes aussi qui sont sympas. Le contenu éditorial est vraiment chouette avec la visite de la filature de Fonty qui est très 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 complète. De très belles photos. Vraiment c'est vraiment un beau livre. Donc des livres de collaboration comme ça avec plein de modèles, plein de designers, c'est assez rare que j'en trouve un aussi bien en fait, que j'ai aussi autant de modèles dedans qui me plaisent, parce que là c'est mes préférés, mais en fait je les aime plus ou moins tous, je les trouve très chouettes. Il y a des choses qui sont moins mes goûts à moi, mais ma mère elle a vu, elle a feuilleté des trucs et clairement je pense que il va falloir que je lui fasse quelque chose. mais je l'aime beaucoup, je trouve qu'il y a eu énormément de travail derrière. Et ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil si les modèles vous intéressent, parce que non seulement ils sont très bien, et en plus le contenu éditorial derrière est assez bien mené, je trouve. Voilà pour le Knit It Book, qui est toujours un petit peu doux amer, hein, parce qu'on avait envie d'y aller au festival et tout ça, mais bon. Ce n'est que partie remise pour de meilleures périodes, je l'espère. Et oui, je voulais vous montrer de manière complètement aléatoire. J'ai commandé de la laine chez Natacha de Artemis Yarns. En fait, je n'ai jamais eu de laine Artemis Yarns. Donc Natacha, elle a deux marques de laine. Elle a Artemis Yarns et Ivy Farber Co, anciennement Jardin de laine, et donc j'avais travaillé avec Célène, Ivy Farber Co maintenant, pour faire le pull Katie Chou l'été dernier. Et c'est assez drôle, parce que du coup, sa marque Ivy Farber Co, c'est de la teinture naturelle, avec des couleurs très douces, des fils avec des compositions intéressantes. Elle est en train de travailler sur de nouvelles bases, j'ai vu sur Instagram, je suis très curieuse de voir ce qu'elle fait. Et Artemis Yarns, donc son autre marque, là pour le coup, on pète un câble, hein, complètement, des laines variées, speckles, des couleurs folles. Donc ça me fait assez rire parce que je me retrouve un petit peu dans cette démarche où des fois on est très minimaliste, on est très classe, on est sobre, on fait des couleurs douces, machin, on fait des choses bien carrées, machin. Et puis des fois on a juste envie de mettre du rose et du violet ensemble et puis c'est bon quoi. Voilà, des fois, un coup on fait ça et un coup on fait un truc complètement ahurissant avec 20 000 couleurs. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien? Bref, en fait je n'avais jamais eu de sa laine du coup de la marque Artemis Yarns, et il y a quelques semaines sur Instagram en story, elle a posté une combinaison de laine qu'elle avait en stock, et je lui ai écrit, j'ai dit c'est malin, j'ai craqué, parce que je trouve que c'était trop joli. Oui, j'ai acheté un combo fingering et mohair, oui, oh d'accord, j'ai craqué, c'est bon, je l'ai fait, ça y est. À force de faire du lavage de cerveau, à voir que ça partout, c'est bon, moi aussi j'ai fait, moi aussi je vais faire un pull avec du mohair. Donc ça c'est sa base single, donc c'est Merino
100% Superwash Merino Fingering. Et c'est le coloris Hydra, qui est ce bleu, violet, varié, vert, hyper joli. Ce que je trouve chouette avec Artemis Yarns, c'est que oui, elle fait des laines très variées, mais souvent on a des choses qui restent dans le même esprit, donc je me projette assez facilement dans ces laines. Et du coup, elle l'avait associé en story avec son mohair, donc mohair, dentelle, machin, on a l'habitude, Ripple. C'est l'inverse. C'est plus quel coup. Non, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Et effectivement, du coup, ça va très bien ensemble, on est content. J'ai envie de me faire un pull. J'ai pas encore trop défini, mais j'ai envie d'un pull comme ça. Voilà, je trouve que ça allait très bien ensemble. Et, petite anecdote rigolote, je reçois ça. Et comme je suis complètement à l'ouest, je reçois ça et ça. Et ça c'est quoi? Ça c'est le même coloris que ça, Hydra, me semble-t-il, en single mais Stellina. Et du coup avec la Stellina argent, et du coup ça l'a pris beaucoup plus foncé et tout, mais on voit que c'est un petit peu le même esprit. Et je vois ça et je me dis qu'est-ce qui... Et du coup j'ai cru que j'avais commandé 3 singles et 2 mohair, puisqu'avec le métrage c'est pas tout à fait pareil, donc j'ai cru que j'avais commandé 3 singles et 2 mohair, et que Natacha s'était trompée et qu'elle avait mis la Stellina au lieu de remettre une single comme ça. Je vois ça, ça me donne une idée fabuleuse, une idée de design, dont je vous reparlerai quand ce sera concret. Et du coup je lui ai écrit pour la prévenir pour son stock, et en me disant que la Stellina elle est sans doute plus chère que la single, il faut que je lui dise, il faut que je lui paie la différence. Pas du tout. En fait elle m'a juste offert la Stellina en cadeau. Et moi j'avais bien commandé juste 2 et 2. C'est juste que j'ai tellement pas compris que cette gentillesse, encore une fois je ne comprends pas la gentillesse, elle m'a offert un écheveau entier, et du coup j'ai paniqué, je ne savais plus ce que j'avais acheté, je ne savais plus quoi faire ni rien du tout, donc j'étais parfaitement ridicule par Instagram à me dire mais désolée, je ne sais plus ce que j'ai commandé, je suis nulle, merci beaucoup. Donc merci beaucoup Natacha, c'est très gentil. Et du coup j'ai une trop bonne idée pour utiliser cet écheveau. En fait j'ai une idée d'étole qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, avec de l'intarsia et un fil de dentelle neutre. Du coup ça va trop bien avec. Peut-être que vous verrez ça un jour. Mais voilà, j'avais juste envie de vous montrer ça parce que je trouve la couleur tellement jolie et ça m'a trop fait plaisir de recevoir ça. Et même si je me suis ridiculisée parce que j'avais pas compris ce qui s'était passé, c'était trop gentil et du coup j'avais envie de vous reparler de Natacha parce que je trouve qu'elle fait un travail vraiment hyper sympa sur ces 2 marques et que du coup il y en a un petit peu pour tous les goûts. Ah non, du mohair partout. Voilà, j'ai fini de vous parler de tout. Oh, quelle horreur, ça va être très long. Ça va être très long. J'ai fini avec mes projets, la laine à partager, tout ça. Et je voulais vous faire le petit topo Patreon, comme d'habitude. Nous sommes au mois de mai, donc nouveau mois sur Patreon. Donc si vous ne savez pas, je suis sur Patreon. Vous pouvez me soutenir pour différents montants. Ça vous donne accès à 1 ou 2 patrons gratuits par mois. Enfin, gratuits, du coup vous achetez les patrons comme ça. Et en plus je fais des vidéos thématiques sur une thématique différente tous les mois. Et donc pour le mois de mai, il y aura 2 vidéos exceptionnellement. Parce que la première vidéo dont je vais vous parler est un petit peu réduite parce que le sujet est extrêmement vaste et que je vais y consacrer une autre vidéo sur une autre forme. Mais du coup, la première vidéo qui est maintenant disponible sur Patreon, c'est une vidéo sur l'échantillon et plus spécifiquement
je vous montre juste très rapidement, de façon très simple, les calculs à faire quand vous voulez tricoter un modèle mais que vous ne voulez pas le faire avec le même échantillon. Donc quel calcul vérifier pour savoir quelle taille faire pour retomber sur les bonnes mesures pour vous, à peu près les bonnes mesures pour vous. Donc quel calcul en termes de circonférence, que ce soit pour la poitrine, pour le bras, mais aussi en termes de hauteur pour le cas où c'est un raglan. Si c'est pas un raglan, c'est très facile. Bref, voilà, c'est le thème de la première vidéo du mois de mai qui est déjà disponible sur Patreon. Et je pense d'ici quelques jours, je mettrai la deuxième vidéo du mois où j'ai fait un petit vlog en fait au moment où je recherchais l'inspiration pour un design de châle, donc le châle Emelda que vous avez vu de temps en temps, où je cherchais un motif de dentelle à utiliser pour un design. Et comme on me demande souvent comment je trouve l'inspiration, tout ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer juste comment je cherche un motif, qu'est-ce que je fais pour aboutir au motif final, tout ça. Donc ce sera la deuxième vidéo de ce mois-ci, qui apparaîtra d'ici quelques jours. Si les thèmes de Patreon pour ce mois-ci vous intéressent, je serai ravie de vous y retrouver. Comme je vous le dis toujours, Patreon c'est quand vous voulez, comme vous voulez, ça n'a pas valeur d'abonnement perpétuel, donc si vous devez partir c'est absolument normal, et voilà, c'est un moyen pour vous d'accéder à un peu plus de contenu de temps en temps, quand vous le pouvez, quand vous le voulez, quand vous voulez prendre un patron et en même temps voir ce qui se passe sur ma page Patreon. Vous êtes complètement les bienvenus. Donc voilà, les liens vers tout ça sont sous la vidéo. Sur YouTube, je pense que j'ai tout dit et je vais m'arrêter. Il va falloir que je tourne celui en anglais. Au secours. Voilà, donc merci énormément d'avoir regardé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, même si j'ai l'impression qu'il était encore plus brouillon et catastrophique que d'habitude, mais j'espère que ça vous a plu quand même. J'étais très contente de refilmer, comme je vous l'ai dit. C'est peut-être un peu idiot parce que ça fait pas non plus 20 ans, mais après un petit passage à vide et un coup de mou, comme je vous l'ai dit, je sais pas, je me sens bien d'avoir reparlé pendant 2 heures de mes bêtises. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en sécurité, que vous vous en sortez avec la situation actuelle. Je vous envoie plein de courage et je vous dis à très vite cette fois-ci, sans mentir. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, salut.